Et c'est en transformant leur propre vie que finalement la société elle-même se met à changer et à bouger. C'est donc un grand acte de confiance qu'il faut adresser aux Français, en leur disant: nous avons besoin de vous, non pas pour réaliser des promesses qui tomberaient de l'esprit hors du commun d'un roi thaumaturge qui voudrait guérir les écrouelles de ces sujets infantilisés, attendant les bienfaits du monde. Non, ce ne sont pas des promesses, ce sont des projets que nous allons faire ensemble et que nous allons bâtir ensemble. Et mon projet, pour les territoires et pour la France, c'est le changement par le bas. Il consiste à remettre la France au travail, se retrousser les manches et nous remettre à faire des projets. C'est un projet de croissance. Pendant ces années, François Mitterrand le disait, après moi, vous n'aurez à la tête de l'État plus que des financiers et des comptables. Il est temps que le leadership politique reprenne ses droits et que plutôt que compter des sous, gérer l'austérité, la pauvreté et la pénurie, nous créons de la richesse ensemble. Et si je suis issu comme vous de cette France du travail, c'est précisément parce que je crois dans l'effort collectif, dans la créativité et l'intelligence collective, et que nous pouvons imaginer qu'en ayant des stratégies de relance de l'économie économique, écologique, nous pouvons remettre l'économie en marche, faire hausser le niveau d'activité, retrouver de l'emploi sur nos territoires et imaginer qu'il y a autre chose que de continuer à nous appauvrir, immobiles que nous sommes, en contemplant la règle d'or des 3% imposée dans un traité il y a 20 ans et que les Français ont refusé en 2005 en votant non au traité constitutionnel européen. Oui, la relance économique et écologique, c'est une relance de projets concrets. J'ai budgété dans la stratégie de redémarrage de l'économie française que j'avais annoncée à Frangy, que j'ai présentée à Paris, après Frangy, Paris, selon le proverbe traditionnel, j'ai présenté l'investissement de 20 milliards dans les projets territoriaux. Je me suis rendu à la Fédération des travaux publics et le président, qui est un Toulousain, m'a dit: vous savez, il y a toutes ces PME sur le territoire. Elles vivotent, elles n'ont plus de marché, puisque la commande publique s'est effondrée, puisque les dotations des collectivités locales ont été rudement malmenées ces dernières années. Ils disent: mais comment allons-nous faire pour continuer à vivre? 100 000 emplois ont été perdus dans les travaux publics ces dernières années. Ce sont 1000 projets aujourd'hui qui dorment dans les cartons des collectivités locales, insuffisamment financés, et qui attendent de pouvoir accéder au financement, donc à la naissance. 20 milliards sur 5 ans, c'est ce que nous allons injecter dans le territoire, dans l'investissement et nos infrastructures. Je voudrais vous dire que n'ayez pas peur de l'investissement, parce que cela rapporte. Ce n'est pas de l'argent à fond perdu, c'est de l'argent investi sur nos territoires. Tous les pays du monde, sur les recommandations d'ailleurs des institutions internationales les plus raisonnables, le FMI, Fonds monétaire international, l'OCDE, recommandent et pressent même l'ensemble des pays membres de l'Union européenne de se remettre à investir et à dépenser. Pourquoi? Parce que l'argent est gratuit. Vous pouvez l'emprunter à taux zéro aujourd'hui et qu'il vaudrait mieux en profiter. Et que cet argent disponible, facile, on l'a donné aux banques qui n'en ont rien fait, qui l'ont restitué à la Banque centrale européenne, qui n'ont pas financé les petites et moyennes entreprises, qui ont refusé de financer les projets des ménages. Eh bien, nous allons l'utiliser pour des projets d'investissement dans les infrastructures. Et ce sont toutes ces PME du BTP sur les territoires qui vont se mettre à retravailler. Si j'avais à donner des exemples concrets en Saône-et-Loire, je dirais que ce que nous avons fait au forceps avec la RCEA et les travaux qui aujourd'hui ont lieu, tant attendus depuis de si nombreuses années, nous allons finir la RCEA. C'en est un exemple, mais je veux parler également de la fibre optique. Je veux parler de cet investissement considérable
pour l'attractivité des territoires ruraux ou urbains. Je pense que les 5 opérateurs aujourd'hui présents sur le marché des télécoms ont seulement aujourd'hui proposé, les 4 opérateurs ont seulement proposé aujourd'hui de fibrer 5 villes du département de Saône-et-Loire, mais pas davantage, car le reste n'est pas rentable pour leur comptabilité, mais elle est rentable pour la comptabilité de la France. C'est une des raisons pour lesquelles dans les projets, dans les infrastructures, que d'ailleurs beaucoup de pays du monde sont en train de réaliser, les États-Unis proposent et ont annoncé à travers la nouvelle administration de le fameux Donald Trump, ont annoncé 1000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures. La première ministre de Grande-Bretagne a annoncé 90 milliards d'investissement dans les infrastructures. Le Canada, de M. Trudeau, 35 millions d'habitants, a annoncé 45 milliards d'investissements dans les infrastructures et dans le logement. La France doit être le premier pays de la zone euro à reprendre le taureau par les cornes et de se remettre à investir dans la croissance, dans le travail, dans l'avenir. Nous allons refaire des projets sur nos territoires. Il ne s'agit pas de faire des ronds-points. Vous connaissez mon obsession négative pour le rond-point. J'en ai combattu des ronds-points. Et vous savez que nous avons réduit le nombre de ronds-points nouveaux. Mais il ne s'agit pas d'occuper dans des ateliers nationaux les Français. Il s'agit d'améliorer aujourd'hui l'état de nos connexions, de nos routes. Lorsque je me suis rendu entre Limoges et Poitiers, on nous a dit il y a un projet qui ne pourra jamais se faire, c'est la mise à 2 fois 2 voies d'une route très accidentogène. Ah, je dis, ben oui, mais c'est la route Centre-Europe-Atlantique qui passe par là. C'est la même que la nôtre. Alors, au lieu, d'ailleurs, de construire un TGV qui ferait gagner 10 minutes entre Poitiers et Limoges à 2,5 milliards, je propose que nous fassions à 250 millions la même chose en évitant les accidents sur la route pour presque 3/4 d'heure de route. Nous pouvons avoir aussi le souci de l'intelligence, de la modération dans l'usage de l'argent public. Cela n'est pas exclusif d'avoir des ambitions pour l'investissement en faisant attention au dosage et à l'usage de ces investissements. J'ai défendu une grande politique du Made in France. Le Made in France, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas qu'un mouvement de société, ce n'est pas qu'une cause nationale, c'est aussi une politique. J'ai décidé de défendre dans cette campagne et de mettre en œuvre, s'il m'est donné d'être le président des Français, les marchés publics devant soutenir l'économie française en priorité. 80% des marchés publics pour les PME. On m'a dit, mais c'est du protectionnisme. J'aurais dit, c'est juste de l'intelligence et du bon sens. Les Allemands font 50%. Savez-vous d'ailleurs que l'Union des groupements d'achat public, qui est un établissement de l'État, fait 95% des 3 milliards de commandes publiques qu'elle a en portefeuille, 95% en Made in France. Et nous ne serions pas capables de le faire à droit constant. Évitons les polémiques. Il suffit de le faire et d'organiser par de nouvelles pratiques. C'est aussi cela, la politique. Ce ne sont pas que des lois, des annonces, des déclarations télévisuelles. La politique, c'est le changement concret. C'est un art de l'exécution, une manière de se soucier du détail, de vérifier que la vie change bien, bel et bien dans la vie personnelle de ceux qui attendent tant de décisions collectives. C'est donc de crédibiliser, finalement, par la simple pratique, des choses différentes et nouvelles et des chemins alternatifs. Le Made in France, c'est ce qui nous permettra de faire travailler les PME du territoire. La politique du Made in France, c'est ce qui fera que quand des grands groupes essaient d'obtenir des marchés en cassant les prix, en allant chercher des travailleurs détachés, en payant des travailleurs européens de l'Est de l'Europe au prix de la loi d'origine, sous-payant ces travailleurs au détriment d'ailleurs de l'unité des travailleurs européens, comment a-t-on pu imaginer qu'on pouvait organiser la concurrence entre travailleurs européens à la baisse? Le dumping social généralisé. C'est une honte. Et un
scandale pour les travailleurs de l'Est qui se disent « je vais travailler en France, je ne suis pas payé comme les Français ». Et pourquoi donc? C'est une honte pour les travailleurs français qui se disent « je ne travaille pas parce qu'on va casser les prix sur le dos d'un travailleur qui devient non pas un collègue mais un concurrent ». Est-ce que cela est normal? La réponse, ce n'est pas normal. Je suspendrai de façon unilatérale la directive des travailleurs détachés. milliards dans les infrastructures, politique du Made in France, suspension des travailleurs détachés. Il va falloir mettre notre jeunesse en formation d'urgence pour qu'elle entre dans les entreprises de BTP qui vont se mettre à recruter. C'est l'esprit dans lequel j'imagine la réorientation de l'appareil de formation professionnelle. 30 milliards sont là. Budget régional, compliqué, on n'y comprend rien. La FPA d'un côté, le Greta de l'autre, les chambres de commerce et d'industrie, les Pôle emploi. Qui comprend quelque chose? Où est le guichet? Comme disait Kissinger quand il parlait de l'Europe, mais quel est le numéro de téléphone? Formation professionnelle? Y a-t-il une adresse mail? C'est la même histoire. Donc j'ai proposé des frangibles, et je continue à défendre cette proposition tellement elle me paraît innovante. Sur les territoires, fusionnons Pôle emploi, le budget des régions, les CCI, les chambres des métiers, les AFPA, les Greta, et faisons une agence de l'évolution professionnelle. C'est ce que les syndicats, depuis tant d'années, défendent à travers la sécurité sociale professionnelle. Il s'agit de proposer à tout Français qui tombe au chômage de ne pas tomber comme dans la case prison du jeu de loi, mais de se dire que c'est peut-être une opportunité de rebondir, même à 55 ans. J'ai moi-même quitté, après avoir quitté mes fonctions gouvernementales, je suis retourné à l'école, sous les railleries de la classe médiatique parisienne. Mais je suis très fier d'être retourné à l'école. J'y ai appris beaucoup, on apprend toute sa vie. D'ailleurs, qui sait tout? Personne. Qui n'a jamais appris, même tard? Qui n'a pas envie de se remettre en question? D'imaginer que sa vie ne serait pas linéaire, mais pourrait être à la faveur, et non plus à cause, d'un accident de parcours, ne pourrait pas finalement rebondir, recréer. Il s'agit de sécuriser, de protéger les Français, et de ne pas passer par la case angoissante du chômage, et de passer directement de l'emploi perdu à la formation à un nouveau métier. Nous pouvons le faire avec les 30 milliards qui sont aujourd'hui à notre disposition. Il s'agit de faire preuve d'ingénierie politique. Il suffit d'imaginer que nous puissions penser autrement et nous organiser autrement. C'est la proposition que je formule, et mieux, je propose que nous décentralisions sur les territoires. Les besoins sont connus sur les territoires. Les demandes sont identifiables sur les territoires. Et cette agence de l'évolution professionnelle, cet outil de sécurité sociale professionnelle, peut parfaitement, en fusionnant de Pôle emploi, les budgets régionaux et l'ensemble des outils de formation, être un outil à la disposition à la fois des entreprises, mais aussi des demandeurs d'emploi et de ceux qui veulent se requalifier pour leur propre avenir. Et je propose que cet ensemble-là soit élu au suffrage universel tous les 6 ans, en même temps que les régions, de façon séparée, pour que les commissaires à l'emploi, qui seront chargés de ce travail spécifiquement et de ce seul travail, s'en occupent réellement, qu'ils ne fassent que cela, 24 heures sur 24. C'est ce que j'ai dit s'agissant du procureur national antiterroriste. J'ai dit le procureur de Paris qui s'occupe de terrorisme, il doit être à 100% de son temps dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi j'ai proposé un procureur national antiterroriste, comme il y a un procureur national des affaires de corruption financière. Eh bien, s'agissant de l'emploi, il nous faut des gens qui réunissent l'ensemble des structures, répondent de leurs actes devant le corps électoral et en même temps fassent travailler 24 heures sur 24 les services de formation professionnelle pour que nous puissions nous débarrasser du chômage de masse. Ajouter à cette relance économique le volet le plus important. C'est la relance écologique.
Car vous le savez, nous avons bien sûr un impératif moral. Et cet impératif moral a des conséquences considérables, puisque nous savons que nos propres enfants, je vais avoir une petite fille, je me dis elle connaîtra le siècle suivant, peut-être, comme mon arrière-grand-mère est passée d'un siècle à un autre, et je me dis que cet enfant connaîtra les graves conséquences de nos inconséquences. Il se peut que la montée de la température ait des conséquences considérables que nous avons déjà identifiées. Et il se peut que cette génération que nous avons enfantée soit celle qui en soit les premières victimes. Est-ce que nous ne pouvons pas imaginer que nous avons une responsabilité particulière? Voilà pourquoi j'ai installé en cœur du programme et de cette relance économique une relance écologique par la rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments publics, privés, des logements, quels qu'ils soient, sociaux ou pas sociaux d'ailleurs, de manière à obtenir le quadruple dividende. D'abord, les économies d'énergie, ce sont des moyens en plus pour ceux qui les occupent. On paye aujourd'hui des fortunes et cela va continuer en prix d'énergie pour se loger, se chauffer et passer les hivers rigoureux qui sont notre lot régulier, on va le dire comme ça. Mais c'est aussi des créations d'emplois considérables, et là, qui vont faire travailler les toutes petites entreprises, les artisans, les commerçants de ces matériaux nouveaux, et la filière, telle que je l'ai moi-même réorganisée lorsque j'étais au gouvernement, est prête aujourd'hui à délivrer des progressions considérables de chiffre d'affaires. Mais c'est surtout les gaz à émissions, les émissions de gaz à effet de serre qui vont en bénéficier, et surtout notre balance commerciale qui doit économiser de plus en plus l'importation d'énergie d'origine fossile. Voilà ce que nous devons faire. Aujourd'hui, on a fait les crédits d'impôt dans la loi de transition énergétique, laissant à chaque particulier le soin de s'en saisir. Mais cela ne fonctionne pas massivement. Pourquoi? Parce que personne ne connaît la recette qu'on pourra mettre en face de la dépense. Combien d'économies d'énergie allons-nous faire dans chacun de nos logements? Et les Français s'interrogent, donc ils hésitent à dépenser, même s'il y a un crédit d'impôt et il y a un soutien fiscal, à investir. Je propose que ce soit une agence adossée sur la Caisse des dépôts, qui va lever de l'argent sur 50 ans, comme le font les bailleurs sociaux, et qui investissent au lieu et place des personnes. Et cette agence vous proposera des travaux, et en contrepartie partagera avec vous l'amélioration de votre facture. Ce sera finalement une manière d'imaginer autrement, par une autre pratique, l'intervention publique. Ce sont d'abord les bâtiments comme ceux-là, je crois que celui-là est très bien, il a été rénové, je ne le reconnais plus. Ce sont aussi les bâtiments d'importance, pas seulement des collectivités locales, les sièges sociaux, les entreprises, et puis ce sont aussi les grands ensembles, où l'ANRU a fait un travail important et considérable qu'on doit saluer, mais qu'il faut poursuivre sur le terrain de l'économie d'énergie. C'est un investissement et c'est un projet, vous le voyez, où toute la société française se mobilise et s'investit. Et c'est de quoi faire travailler le pays, inventer des solutions nouvelles, bref, nous allons tous devenir des ingénieurs de l'économie d'énergie. C'est un projet pour une société tout entière que de se mettre à nous transporter différemment, les véhicules électriques, d'inventer avec les constructeurs le véhicule à 2 litres, c'est l'un des plans industriels que j'ai lancé avec les constructeurs français et nationaux. Imaginez que nous allons tous devenir des producteurs d'électricité avec le petit éolien, la méthanisation, chez nos amis agriculteurs qui peinent à finir leur fin de mois. Il y a là des perspectives de réinvention de notre quotidien qui sont à la portée de nos mains si nous décidons de nous y mettre tous ensemble en utilisant l'initiative privée et l'investissement public. Voilà comment j'imagine les territoires, pour moi, doivent, dans cette renaissance économique, doivent retrouver les couleurs qu'ils ont perdues ces dernières années. Nous avons beaucoup travaillé au département lorsque nous avions vu apparaître les premiers déserts médicaux.
Nous n'avons plus de médecins disponibles, il y a 2 catégories de Français. Tout le monde paye la CSG. Mais certains accèdent aux médecins, d'autres pas. Certains doivent faire des kilomètres pour aller aux urgences. Et regardez dans quel état sont les urgences de nos hôpitaux aujourd'hui. Combien de temps il faut attendre dans l'urgence et dans le service d'urgence. Je vois comment les permanences de soins pour lesquelles nous étions battus avec mes vice-présidents, j'étais le président du département, n'arrivent plus à tenir. Les médecins sont épuisés. Il y a donc du renfort à apporter. J'ai proposé pour les 2,5 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux, que dans ces maisons de santé, qui ont été créées souvent par les collectivités locales, les communautés de communes, les départements, les régions, les communes elles-mêmes, la sécurité sociale salarie des médecins qui pourront apporter à ces territoires l'accès égalitaire aux soins. J'ai proposé que dans le cadre de la recréation d'un service national, civil, militaire, humanitaire, les étudiants en médecine qui sortiront de la faculté de médecine fassent leur service militaire aux côtés de ces médecins salariés de la sécurité sociale et viennent apporter leur savoir, leur connaissance, leur jeune formation au service des populations pendant une durée de 6 mois obligatoire. C'est le soutien de la nation à l'ensemble des territoires. Il n'y a pas de France, car la République est une et indivisible. Les déserts culturels, il n'y a pas que les déserts économiques, il n'y a pas que les déserts médicaux, il y a les déserts culturels. Un pays sans artistes, c'est un ciel sans étoiles. Pourquoi les petits Français des territoires oubliés, dans les régions urbaines, mais aussi rurales, ne pourraient pas, eux aussi, accéder au savoir-faire artistique? Nous avons imaginé que nous pourrions, par une agence qui fusionnerait les capacités de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture, dans les temps libres, pour ces enfants, leur permettre d'accéder à l'activité artistique et à la création. Cela doit être offert à tous, pour que chacun ait un univers et un imaginaire qui ne soit pas celui de l'enfermement dans Google, le numérique sans limite, ou dans la télévision et ce qu'il en reste, mais qu'il y ait des alternatives dans les choix personnels que ces enfants pourront faire dans leur vie, et que ces imaginaires puissent servir la cause de l'exception culturelle française. Oui, nous avons une exception culturelle. Nous la défendons au plan international, nous la défendons au plan européen. Nous devons la défendre dans la vie concrète de nos compatriotes et de nos concitoyens. Reconquérir, mesdames et messieurs, chers amis, le droit de vivre sur nos territoires. Reconquérir le droit de vivre et de travailler sur nos territoires. Il y a aujourd'hui 10 millions de Français qui habitent dans les métropoles, qui rêvent de retourner vivre à la campagne. Je les comprends. Je suis moi-même privé de ma Saône-et-Loire depuis quelque temps. Elle me manque beaucoup, quoique aujourd'hui c'est un bain de jouvence pour moi. Ces 10 millions de Français, pourquoi nous ne pourrions pas imaginer un grand projet de société qui nous permettrait de réhabiliter la France? Je pense à ces communes du Morvan, d'où je viens, où il ne s'est pas construit depuis peut-être après-guerre une construction nouvelle, où finalement les populations ne viennent pas car l'histoire et la géographie semblent les éloigner. Et pourtant, combien sont ces Français qui rêvent d'y vivre? J'ai noté que 18 millions de Français prennent chaque jour leur voiture pour aller travailler, avec, en région parisienne, 1h30 de transport par jour. C'est du sommeil en moins. Souvent, des ennuis en plus, des problèmes considérables dans la vie quotidienne. Il y a 4 millions de Français qui empruntent les transports en commun chaque jour pour aller à leur travail. Ce sont ces Français qui rêvent d'une autre vie. J'ai conçu un projet de société qui a pour objectif de réconcilier les villes et les campagnes en France, ce que j'appelle le télétravail. Le télétravail
existe dans les pays scandinaves. 20% de la population travaille à distance. Reste chez soi ou va travailler dans un village éloigné, montagnard, où il est possible de partager des expériences professionnelles de travailleurs à distance qui se mettent ensemble dans des télécentres ruraux. 20% d'une économie au télétravail, ce serait une autre France. Moins de bouchons, moins d'embouteillage. Moi qui ai repris le chemin de la France, j'ai découvert des métropoles toutes embouteillées. Pourquoi? Parce que la population s'agglutine dans ces régions qui captent les emplois, où la jeunesse se précipite pour trouver un avenir. Et je vois partout l'engorgement, l'entassement, des problèmes. Et finalement, où est le bonheur? La politique, cela consiste aussi à construire les conditions du bonheur individuel. Alors je propose que nous prenions appui sur la révolution numérique qui pour moi n'est pas une source de crainte, mais plutôt un outil de notre libération. Et que nous inversions les choix et les préférences. J'ai budgétisé dans ma stratégie économique et budgétaire 3 milliards permettant d'inciter fiscalement les entreprises à accepter ou organiser, réorganiser leur organisation du travail en mettant systématiquement en œuvre le télétravail. C'est une révolution dans nos têtes. Il n'y a aujourd'hui que 1% des salariés qui télétravaillent. J'ai proposé que nous avancions pour réhabiter en France, et un rapport récent a anticipé les conséquences du télétravail. 9 emplois en plus en moyenne par commune ayant un télécentre. 56 habitants en plus dans chacune de ces communes. 57 000 € d'achat sur place par an. 45 minutes de temps de travail, de temps de sommeil, pardon, en plus. 35 minutes de temps familial quotidien en plus. Pouvoir d'achat par télétravailleur en raison du prix du foncier qui n'a rien à voir avec les prix ultra inaccessibles dans les métropoles. Et surtout, c'est la preuve de bonheur améliorée. Baisse de 33% de l'absentéisme au travail et une hausse de 22% de la productivité par télétravailleur. Est-ce que nous sommes capables d'imaginer une nouvelle organisation au travail? Voilà comment un territoire comme le nôtre, qui ressemble à celui de toute la France, pourrait se transformer concrètement. Des projets, des chantiers, du travail en formation pour les jeunes, une réorganisation politique sur les territoires pour mettre en mouvement tout cela. L'imagination, on n'est pas obligé de prendre le TGV tous les jours à un prix inaccessible, où on peut imaginer de travailler à distance, là où on a ses racines, sa vie familiale, son histoire, sa propre géographie. Bref, une nouvelle France qui peu à peu se dessine. Et je voudrais, dans les vœux que je forme devant vous et à l'aube des grands choix que nous avons à faire pour la France, je veux former ce vœu et partager avec vous que la France et l'Europe sachent enfin, reprenant ainsi l'histoire, presque la génétique politique de ce qu'est notre pays, ce qu'elle a été dans l'histoire de l'Europe et du monde, qu'elle sache enfin contribuer à la formation d'un autre monde. Et cette contribution, elle dépend de nous. Nous en sommes capables, nous en avons les moyens, nous pouvons nous unir pour réussir cet exploit, de envoyer le message au monde et à nous-mêmes que nous sommes capables d'inventer autre chose que ce que la mondialisation nous dicte, les marchés financiers et le fondamentalisme marchand nous dictent, les projets totalitaires et le fondamentalisme religieux voudraient nous dicter ce que nous devons nous-mêmes organiser pour reprendre le contrôle sur notre destin, sur nos vies. C'est ce que nous sommes capables de faire parce que la France, qui a toujours été cette France éternelle, saluée par des générations de grands Français, comme de la multitude des Français qui les ont accompagnés, c'est ce que nous avons toujours fait. Eh bien, ensemble, c'est ce que nous allons
un nouveau faire, poser les bases de nouvelles fondations démocratiques avec la 6e République, transformer le système économique avec de nouvelles relations sociales, imaginer qu'enfin nous puissions brider la finance, non pas pour nous en débarrasser, nous en avons besoin, mais pour qu'elle serve la cause de l'économie concrète et réelle. Enfin, que nous organisions les conditions concrètes de notre rassemblement par une laïcité qui est l'outil non pas de la division des Français, mais de son unité. La République est un outil qui nous permettra de réaliser cela. Ne laissons pas aux marchands de chaos et de haine, aux brutaux libéraux qui cherchent une place aujourd'hui